Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet espace Agora. Je vous propose cet après-midi une conférence organisée par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. BPORA, à travers sa filiale Banque de la transition énergétique, est partenaire du sommet de l'élevage sur cet espace Agora et vous propose donc tout un programme de conférences. Il y a des petits flyers qui sont distribués avec le programme pour aujourd'hui et pour demain. Ça continue encore demain, donc n'hésitez pas à regarder et à venir assister à nos conférences. L'idée ici, c'est de vous partager des informations, de vous faire rencontrer des experts techniques et financiers sur le sujet de la transition énergétique, de découvrir aussi des témoignages de personnes qui ont mis en place des démarches. Et tout ça donc sur l'espace Agora dans le hall 2. Le sujet qui nous intéresse cet après-midi, c'est celui de la méthanisation. Alors actuellement, il y a de nombreuses évolutions réglementaires dans ce domaine et tous ces changements ne sont pas forcément simples à appréhender. Mais grâce à nos experts, aujourd'hui, vous allez pouvoir y voir plus clair. Alors, je vous remercie d'accueillir avec moi nos trois intervenants. Audin Soireau de la BTE, vous êtes responsable du service accompagnement ENR. Bonjour Audin. Nous avons Estelle Schwebel de Solagro. Bonjour Estelle. Et Pierre Larive, chef de projet gaz renouvelable chez GRDF. Bonjour, merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors Audin, je vais vous laisser ouvrir le bal pour nous présenter donc la Banque de la transition énergétique et nous expliquer ce que vous faites dans le domaine de la méthanisation. Merci. On va parler rapidement, ça ne va pas être le sujet principal, mais on va quand même en parler de la Banque de la transition énergétique. Mais l'idée après, ce sera de faire un focus quand même sur le contexte, sur la méthanisation et sur la partie financement. Donc la Banque de la transition énergétique, BTE, c'est né d'une initiative en septembre 2020, donc ça a 3 ans, c'est assez récent. C'est né d'une double ambition. La première, c'était de pouvoir permettre aux épargnants de pouvoir donner ou redonner du sens à leur épargne. On avait de plus en plus de clients qui venaient nous voir en nous demandant, en tant que banquier, ce qu'on faisait de l'argent qui était placé chez nous. Et notamment, est-ce qu'on s'en servait à financer la transition énergétique? La banque, c'est une grosse machine, il y a des milliards d'épargne, il y a des milliards de crédits à l'intérieur qui ne sont pas forcément tracés, dans le sens où on ne peut pas dire cette épargne a servi à financer telle typologie de projet. Sauf que, vu que c'était une demande de plus en plus importante, il a fallu qu'on trouve des solutions. Et pour ça, on a créé des livrets d'épargne qui sont dédiés à la transition énergétique, au financement de la transition énergétique, pour lesquels on va garantir l'affectation de cette épargne sur des financements de transition énergétique et pas sur d'autres thématiques. Donc pour faire ça, c'est assez simple au final. En fait, on va isoler l'épargne liée à la transition énergétique sur des comptes spécifiques. On va faire pareil avec les crédits. Donc c'est les crédits qui sont analysés, sur lesquels on sait exactement ce qu'on a financé derrière et que c'est exactement de la transition énergétique et pas d'autres thématiques. Et donc on va les isoler au sein de comptes spécifiques à la banque. Et c'est ce qui permet ensuite de les tracer et de dire aujourd'hui on a financé plus de 380 millions d'euros de crédit grâce à plus de 380 millions d'épargne. Le deuxième constat, c'est que à la banque, le banquier il a un fonctionnement assez simple. Quand il ne connaît pas un sujet, il a peur, et quand il a peur, il ne finance pas. Donc il fallait qu'on monte en expertise, et pour ça on a créé un service spécifique où on a été formé spécifiquement sur ces sujets. On est accompagné par des experts sur ces sujets-là, et ce qui nous permet d'avoir une analyse technique sur ces dossiers, de pouvoir les financer sereinement. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la partie financement après. Donc une épargne verte et traçable, de l'expertise, des offres de financement adaptées, donc du crédit bail, et ensuite des partenariats. Nous aujourd'hui on est des banquiers, on n'est pas des énergéticiens. Donc l'objectif c'est de pouvoir offrir des solutions clés en main à nos clients pour pouvoir les accompagner dans leur démarche de transition. Et pour ça, ça passe par des partenariats pour pouvoir leur proposer des experts sur leur domaine. Au niveau des champs d'action, on en a 3. On a les énergies renouvelables, donc de manière globale, le solaire photovoltaïque, la méthanisation, les centrales hydro, la chaleur renouvelable. La partie performance énergétique, donc là on va retrouver tout ce qui est rénovation du bâtiment, que ce soit le bâtiment individuel ou le bâtiment collectif, ou des procédés industriels aussi. Et la partie innovation, donc là ça va être les technologies qui sont un peu moins matures, donc l'hydrogène, le stockage d'énergie ou tout ce qui va lier à l'énergie décentralisée. Ça je vous ai dit, l'objectif c'est offrir des offres clés en main à nos clients, donc ça va aller des études, des démarches administratives, récupération d'aide, réalisation, donc ça généralement c'est le partenaire qui va le réaliser. Et ensuite la partie financement, c'est nous qui allons la réaliser.
Là, c'était juste pour vous montrer, je ne vais pas tous les dire, mais c'était juste pour vous montrer qu'on a une offre de partenaires qui est variée et qu'on peut vous accompagner sur différents sujets. Merci beaucoup, Odin. Alors, Pierre Larive, je rappelle que vous êtes chef de projet gaz renouvelable chez GRDF. Alors, GRDF, c'est l'un des acteurs de la filière méthanisation et à ce titre, il accompagne aussi les porteurs de projets. Quels sont les facteurs clés quand on a un projet d'unité de méthanisation? À quoi il faut bien penser? Alors, les facteurs clés de succès d'un projet de méthanisation, le premier facteur clé de succès, c'est le site d'implantation. Bien choisir son site d'implantation parce qu'on a de plus en plus de soucis d'acceptabilité sur les projets. Donc, c'est important de bien sélectionner le lieu où on veut monter son projet vis-à-vis des riverains notamment. Aussi, un site situé à proximité de la ressource mobilisable. Avoir de la biomasse pas très loin du site, puisque si c'est pas intéressant de transporter de la biomasse sur des grandes distances. Avoir aussi un débouché pour le digestat, donc le retour au sol. Il faut absolument qu'on ait des surfaces d'épandage suffisamment grandes autour du site de méthanisation. Et puis un exutoire pour le biogaz qu'on va produire, le biométhane qu'on va produire. Il faut absolument qu'on ait un réseau de gaz à proximité en capacité d'accueillir le gaz qu'on va produire. Donc avec suffisamment de consommation sur ce réseau de gaz. Et le dernier élément clé qui est très important, qui est souvent oublié, c'est un mode de gouvernance adapté. Parce que la méthanisation, on est souvent sur des projets collectifs. Et qui dit projet collectif, il faut se répartir les tâches, avoir défini les règles de gouvernance de la société de projet et bien s'entendre. Alors voilà, souvent on est sur des agriculteurs qui ont déjà eu des projets en commun autour du matériel ou de l'entraide. Mais voilà, un projet de méthanisation, on est quand même sur des projets importants. Et donc voilà, il faut bien définir les règles de gouvernance entre nous pour être sûr que ça marche bien. Et puis après, on a ce qu'on appelle donc des facteurs transverses. Donc dans les facteurs transverses, on a alors bien évidemment une maîtrise technique du projet. Ça, faut pas l'oublier. Un projet de méthanisation, on sort un petit peu du monde agricole avec de la production d'énergie. Donc du coup, on passe un peu plus dans le monde professionnel, voire presque industriel. Donc il faut se former, apprendre à des méthodes de travail qui sont appropriées. Donc une maîtrise technique. Une maîtrise aussi économique, il faut un bilan économique qui fonctionne. Donc là, c'est tout le travail de discussion avec la banque qui permet de construire un dossier qui fonctionne et qui économiquement tourne. Et puis un dernier élément, encore une fois, j'y reviens, c'est tout ce qui est autour de l'acceptabilité et de la communication. Dans le monde agricole, c'est des fois une partie qu'on néglige un peu parce qu'on ne pense pas à faire savoir et à expliquer ce qu'on fait. Et quand on est sur des projets d'énergie renouvelable, on sait qu'il y a quand même des facteurs importants autour des problématiques d'acceptabilité. Donc il faut vraiment expliquer ce qu'on fait, communiquer pour qu'on ne se retrouve pas confronté à des problématiques d'acceptabilité, à des recours ou des collectifs qui se montent contre les projets. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un contexte qui bouge beaucoup et il y a plein de choses qui changent dans le domaine de la méthanisation. Et notamment, il y a des évolutions au niveau des tarifs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, donc il y a eu beaucoup de changements en effet sur les tarifs de rachat de biométhane. Pour faire simple, on a eu un premier tarif en 2011 qui a permis de lancer les premiers projets en injection. Un tarif particulièrement attractif qui a permis de déclencher un paquet de projets. Avec un système assez intéressant puisque en plus le tarif était indexé sur la prise en compte de l'inflation, donc ce qui est essentiel pour puisqu'on est sur des projets avec un tarif qui va durer 15 ans. Donc là en 2011, voilà, beaucoup de projets se sont lancés comme ça et à un moment donné, l'État a dit ça va peut-être un peu trop vite le développement de la méthanisation et il y a eu un phénomène de balancier et donc l'État a sorti un nouveau décret tarifaire en 2020 qui a énormément baissé le tarif, mais qu'il l'a tellement baissé que ça a quasiment arrêté la filière, on peut le dire. Donc sur le décret de 2020, on a quasiment plus de projets qui sont sortis. Donc il y avait du stock parce que l'État avait prévenu à l'avance que les tarifs allaient baisser. Donc ça ne s'est pas vu tout de suite. On a quand même des projets qui ont continué sur la base du précédent arrêté tarifaire. Mais en 2020, il y a eu un très très gros coup de frein à la filière. Donc la filière en a informé la DGEC qui a
une première fois modifié son arrêté tarifaire en 2021 en vue d'intégrer, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des nouveaux éléments qui ont permis de rehausser un petit peu le tarif, mais pas suffisamment pour le faire repartir. Et par contre, on a eu un dernier arrêté tarifaire qui a été publié en juin 2023, qui honnêtement là est de nature à faire redémarrer la filière. Donc sur cette nouvelle arrêté tarifaire, on a le détail des éléments, mais pour faire simple, les deux éléments les plus notables, c'est la prise en compte de l'inflation et des coûts de l'énergie dans le coefficient K et après dans le coefficient L qui permet de faire évoluer le tarif sur toute la durée des 15 années de fonctionnement. Vous pouvez nous apporter des précisions sur ces coefficients K et L? Alors, pour faire simple, on a un premier coefficient qui est le coefficient K. En fait, si vous voulez, on a piège. Non, mais il n'y a pas de souci. On a un arrêté tarifaire qui fixe un montant de rachat du mégawattheure. Et en fait, le coefficient K, c'est un coefficient qui sert à tous les trimestres. On a un certain nombre d'éléments dans ce coefficient qui sont le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie et le coût des services dans l'industrie. Et en fonction, quand on a de l'inflation, ce coefficient est supérieur à 1 et fait monter le tarif tous les trimestres, pour faire simple. Ça, c'est avant qu'on bloque son tarif. Donc en fait, un agriculteur qui a un projet, il a un tarif qui tous les trimestres évolue en fonction de l'inflation. Donc ça permet de ne pas être dans la précipitation de bloquer son tarif. Ça, c'est le premier élément. Et au moment où il bloque son tarif, le coefficient K s'arrête. Il y a un autre coefficient qui va prendre le relais, c'est le coefficient L. Et le coefficient L, lui, va servir à ajuster le tarif pendant les 15 années de fonctionnement de l'installation. Si l'inflation augmente, son tarif va augmenter. Si elle baisse, son tarif va baisser. Mais ça permet de sécuriser sa marge. Les banquiers aiment bien ce type de coefficient parce que du coup, pour les banquiers, ça sécurise vachement le modèle économique sur 15 ans. Du coup, je vous ai interrompu en demandant les petites précisions sur les coefficients. Non, il n'y a aucun souci. Mais globalement, c'est les éléments les plus importants sur le nouvel arrêté tarifaire. Et aujourd'hui, on a un arrêté tarifaire. On le voit d'ailleurs sur le sommet de l'élevage. On a eu des prises de contact d'agriculteurs qui on sent un frémissement de redémarrage de projet. D'ailleurs, on en parlait avec Odin, même aussi au niveau des banques, il y a des sollicitations. Et je pense qu'Estelle aussi, côté bureau d'études. Et voilà. Donc, on est heureux que la DGEC nous ait écouté la filière et ait sorti un nouvel arrêté tarifaire qui, à mon avis, est de nature à faire redémarrer les projets. Merci beaucoup, merci Pierre. Alors Estelle Schwebel, je rappelle que vous êtes chargée de projet méthanisation chez Solagro. Donc Solagro, c'est une structure qui accompagne les porteurs de projets qui veulent monter une unité de méthanisation, de la phase d'étude jusqu'à la réalisation. Alors parmi les actualités 2023 dans le secteur de la méthanisation, il y a la fameuse certification RED 2. Tout de suite, ça fait rêver. Tout de suite, vous avez envie de savoir ce que c'est. Et justement, Estelle, elle va nous éclairer sur cette certification. C'est ça, c'est encore une évolution réglementaire qui a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables dans l'Union européenne avec certains critères et certaines contraintes pour homogénéiser les pratiques et permettre d'avoir des bioénergies, puisque ça s'applique au biogaz et aux bioénergies. Donc 2, parce qu'on est déjà à la deuxième version de cette directive. Et bientôt arrivera bien sûr la 3, jamais 203. Mais ça permet de tracer les intrants et de faire en sorte que ces bioénergies et ce biogaz qui est produit ne se fait pas sans prendre en compte les impacts, notamment sur la biomasse qui peut être utilisée, ne pas déstocker du carbone. Donc il y a, on ne va pas rentrer dans le détail des critères, mais globalement, ça a pour objectif de maintenir ce stock de carbone et de maintenir la biodiversité. De ne pas aller retourner des terres spécialement pour produire de l'énergie. C'est tout le contraire. Plus un deuxième point sur globalement la traçabilité des intrants. En fait, c'est un peu du bon sens qui est mis en application avec une méthodologie assez structurée qui finalement découle aussi de ce qu'on peut trouver dans d'autres industries pour tracer les déchets. Et l'autre point, c'est la réduction, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une solution de référence qui est le gaz fossile, qui va aller en augmentant, mais on va dire l'objectif qui va être plus contraignant. Et dès 2025, il faudra, pour ces sites, atteindre moins 70%
de réduction de gaz à effet de serre et ça va aller jusqu'à même moins 80% après 2025. Qui est concerné? Donc, pour l'instant, pas encore tous les sites. Pas tous les sites. C'est un seuil de production qui va nécessiter de passer cette certification. Donc, c'est bien une obligation réglementaire qui s'applique en France, mais qui découle d'une directive européenne. Donc, pour l'instant, sont concernés les sites qui vont produire 19,5 gigawattheures ou 200 normomètres cubeurs. Et ceux qui ont mis en service à partir de janvier 2021, ils vont devoir respecter les deux critères. Un, traçabilité, et deux, produire un bilan de gaz à effet de serre qui doit atteindre au minimum moins 70%. Donc le critère bilan gaz à effet de serre, c'est toute une combinaison de facteurs d'émission, de la production, si on est sur la biomasse, au transport des déchets, au process de méthanisation. Ce n'est pas un ACV à proprement parler, un analyse de cycle de vie, mais ça prend en compte vraiment toutes les briques nécessaires à la production de cette énergie. Oui, quel est l'impact? Donc l'impact, il est de plusieurs ordres. Donc bien sûr, comme j'ai dit, c'est réglementaire. C'est une obligation réglementaire qui a démarré, qui a été repoussée en France avec un petit délai supplémentaire, donc jusqu'au 31 décembre 2023. Donc tous les sites obligés à partir de 2024 devront être certifiés. Et économique, puisqu'il va falloir pour ces sites-là prouver qu'ils sont certifiés pour maintenir leur tarif d'achat, ce qu'a expliqué tout à l'heure Pierre, donc ce fameux tarif aidé par l'État. Et d'autre part, ça peut être aussi une opportunité, puisque ce biométhane qui va être appelé biométhane durable va pouvoir être vendu sur le marché européen et de nombreux industriels qui ont besoin de décarboner leurs activités vont pouvoir acheter ce biométhane à un prix bonifié quelque part pour le producteur. Donc c'est aussi un mécanisme intéressant. Et pour les sites non obligés, c'est une opportunité puisqu'ils peuvent le faire de façon volontaire, ils n'ont pas besoin d'attendre, bien qu'on imagine que comme toute réglementation, elle va évoluer et probablement les seuils de production vont être abaissés. J'enchaîne. Un autre sujet que je voulais évoquer ici, ça concerne des autres coproduits de la méthanisation qui peuvent être valorisés. C'est le CO2 biogénique. Parce que quand on méthanise, on obtient un biogaz. Le biogaz est composé, on va dire, globalement environ moitié-moitié ou 60% de méthane, qui devient du biométhane, donc méthane renouvelable, et du CO2, qui va, après le processus d'épuration, retourner à l'atmosphère. Mais ce CO2, il est bien dans un cycle fermé, puisque préalablement, il a été capté par les plantes, digéré par les bactéries dans le méthaniseur, et il retourne à l'atmosphère. Or, ce CO2, il peut être valorisé, puisqu'on en utilise énormément dans tous les jours, même si on ne s'en rend pas forcément compte, dans l'alimentation, dans les boissons gazeuses, dans les procédés industriels. Et ce CO2... aujourd'hui, grande majorité, il est produit à partir de process à partir de CO2 fossiles, pardon. Il est capté à partir d'activités fossiles comme des usines d'engrais chimiques. Donc, on va capter le CO2 pour l'utiliser dans l'industrie ou l'agroalimentaire. Ça peut être aussi du craquage, on appelle du craquage de gaz fossile pour récupérer du CO2. Donc, pas forcément un impact carbone très joyeux. Donc ce CO2, finalement, il peut être épuré, capté, épuré, et puis liquéfié pour avoir exactement les caractéristiques requises par les différents consommateurs, que ce soit industriel ou agroalimentaire, sachant qu'aujourd'hui, 3/4 de la consommation de CO2 se fait dans l'agroalimentaire. J'enchaîne, oui. Okay. Et un troisième sujet, on sort de la réglementation, c'est d'autres opportunités qui arrivent pour les producteurs de biométhane.
c'est en dehors justement des tarifs réglementés par l'État, la possibilité de contractualiser un contrat en direct entre un producteur de biométhane et un consommateur, ce qu'on appelle un BPA pour Biomethane Purchase Agreement. Et c'est un contrat qui est à conclure de façon libre sur une durée, sur un prix qui sort du cadre marché de gros du gaz ou qui sort d'un cadre réglementé. Et ça offre de nombreuses opportunités pour la même raison que j'ai citée avant, c'est-à-dire des nombreux industriels qui ont besoin et qui aussi ont l'ambition de se décarboner. Donc il y a plusieurs modèles qui existent, soit de l'achat absolument direct entre le producteur et l'acheteur, soit le cas que je vais présenter ici, indirect, entre un producteur de biométhane, puisque du coup ce gaz, ce biométhane, il va quand même passer par le réseau. Donc il faut bien avoir un intermédiaire pour le transporter, pour le comptabiliser et pour qu'il soit consommé. Donc ce modèle permet, on l'a vu beaucoup l'année dernière avec ce qui se passe encore actuellement en Ukraine, la grosse crise énergétique, l'insécurité d'approvisionnement, du coût de l'énergie. Ce type de contrat permet d'avoir une vision plutôt moyen-long terme sur des volumes contractualisés et donc permet de garantir aux consommateurs un prix stable, sécurisé, tout en contribuant aussi à produire du biométhane qui peut être en plus durable. Enfin, on peut tout combiner. Donc voilà, j'en ai fini. Vous en avez terminé. J'en ai terminé. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Quelqu'un qui souhaiterait intervenir, poser une question à l'un de nos intervenants, réagir par rapport à ce qui a été présenté? Si oui, faites-moi un petit signe. Hein. Voilà. C'était pour savoir sur le terrain, du coup, l'intégration de ce qu'impliquait RED 2, on en est où? Parce que du coup, il a fallu un peu intégrer toutes ces infos. Et est-ce qu'on arrive à voir l'impact que ça va avoir sur les projets et comment ça va s'intégrer en fait? Alors l'impact, c'est pour l'instant de l'organisation, de l'accompagnement pour que les exploitants, il y a comme a dit Pierre, il y a énormément de modes de gouvernance. Donc en fonction des modes de gouvernance, pour certains, ça change presque rien, puisqu'ils ont une exploitation qui est très structurée. Quand je parle de traçabilité des intrants, c'est bien sûr que tout soit tracé par pont bascule, la provenance, d'où vient le déchet, qui est le producteur. Donc certains sont quasiment déjà là-dedans. Et jusqu'aux sorties, en fait, savoir ce qui rentre, savoir ce qui sort. Et pour d'autres structures, en fonction des outils d'exploitation utilisés, ils auront besoin peut-être, enfin pas peut-être, même sûrement, d'avoir un accompagnement et peut-être de faire évoluer leurs outils pour faciliter cette certification, puisqu'en fait, elle démarre avec un audit initial et une certification pour 5 ans, mais avec un audit de renouvellement tous les ans. Donc, c'est finalement vraiment accompagner dans la compréhension des enjeux pour adapter le quotidien. Dans l'exploitation de l'unité, après, il peut toujours avoir un petit peu d'aide, mais normalement, pour des exploitants qui ont déjà des systèmes de traçabilité, des outils d'exploitation, ça va aller, ça va suivre. Pour d'autres, ça va être un gros changement, mais pour le mieux. Et oui, l'autre avantage que je vais redire, c'est la valorisation du certificat de durabilité. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le biométhane durable, qui a une valeur économique en plus du tarif. Voilà, en plus du tarif. D'accord. Et sur les aspects, alors je ne connais pas très bien, du coup, mais sur les impacts sur l'aspect émissions carbone ou biodiversité, ça se traduit de manière aussi très procédurale, on va dire. Il faut faire aussi quelque chose de très tracé ou... Oui, complètement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un qui ne pourra pas prouver qu'il n'utilise pas de terre à forte valeur en biodiversité et de stock de carbone, s'il n'est pas certifié durable, eh bien, il ne pourra pas continuer à percevoir son tarif aidé par l'État. Donc l'impact en contrepartie est aussi très fort. Donc ça peut amener des modifications de pratiques dans l'approvisionnement du méthaniseur. Globalement, pour un méthaniseur qui va avoir des intrants type
biodéchets et effluents d'élevage, aucun impact parce que de toute façon, à part son système de traçabilité, mais son bilan gaz à effet de serre va forcément atteindre les seuils. Pour des méthaniseurs qui vont avoir un mix entre la biomasse, donc des cultures intermédiaires, voire des cultures dédiées, là, ça va être plus compliqué. Ça peut amener des changements, mais que nous, on pressent comme plutôt positif pour faire évoluer un petit peu les pratiques. Et donc là, concernant les BPA, Oui. donc les BPA, en gros, pour bien comprendre, ce sont les volumes que n'aura pas contractualisé l'agriculteur ou le producteur avec GRDF qui pourra revendre, en tout cas, ces volumes-là à une contrepartie. Alors, GRDF distribue, il ne contractualise pas avec GRDF, il contractualise avec un fournisseur, plutôt NJ, Save. En fait, c'est un autre modèle. Ça veut dire que c'est un modèle qui est complètement hors cadre tarif aidé. Il ne peut pas en même temps avoir un tarif aidé et en même temps un BPA sur un volume qui est aidé. Mais sur un, je ne suis pas claire, sur un volume, mais au-delà du volume aidé, il peut passer en BPA. Globalement, le BPS, c'est vraiment des contrats de gré à gré entre un industriel et un producteur de biométhane qui définissent un montant, une durée de vente de biogaz en fait. Donc on sort vraiment des tarifs aidés de l'État. Voilà, pour faire simple. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ouais. Après, vous avez un spécialiste là devant vous avec un t-shirt blanc, Laurent Rivolet. Il ne faut pas hésiter à le solliciter si vous avez des questions encore plus précises. Mais en tout cas, ça induit que le producteur, parce que je pense qu'avec son premier fournisseur, il sera engagé avec un volume déterminé. Donc il pourra vendre uniquement son surplus au final, non? Alors c'est même pas sur les surplus. Enfin, là, je dis peut-être une bêtise, Laurent, je ne sais pas. Le surplus, il peut rentrer dans les BPA? Je ne crois pas. Non, pour moi, le surplus, non, il ne peut pas rentrer dans le BPA. Non, en fait, normalement, le surplus, à partir du moment où les garanties d'origine, elles vont être captées par le seul fournisseur qui achète le biométhane. Donc, s'il y a des surplus, c'est le fournisseur qui achète le biométhane qui va pouvoir les racheter. Mais ça, c'est sur les anciens tarifs, parce que sur les nouveaux tarifs, celui qui capte les garanties d'origine, c'est l'État. Donc, normalement, il y a un seul acquéreur de garantie d'origine sur un point d'injection. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, et du coup, le surplus, il est vendu au tarif du marché. Dans tous les cas, il est bon. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, dans tous les cas, les garanties d'origine sont captées par un seul acteur. Donc, ancien tarif, c'est le fournisseur d'énergie. Nouveau tarif, c'est l'État. Après, il peut y avoir une forme de BPS sur les anciens tarifs parce qu'à la limite, le fournisseur pourrait rémunérer l'agriculteur pour ce surplus et lui-même leur vendre en dehors des tarifs d'achat. Mais c'est très compliqué parce que ça serait du gaz qui serait disponible qu'en fin de mois. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ou intervenir? Profitez de la présence de nos experts pour poser vos questions. Peut-être une question pour tous les trois, mais je ne sais pas qui a envie de répondre, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir de la méthanisation? Les évolutions? Ouais. Non, on le voit plutôt positif. Il y a un nouveau décret du mois de juin 2023 qui a réaugmenté le tarif. Donc ça, c'est un élément essentiel qui a apporté des nouveautés qui sont assez intéressantes. Donc oui, je pense qu'il y a eu 2 années un peu compliquées avec des décrets tarifaires qui étaient plutôt bas. Là, on a un nouveau tarif qui est intéressant. Donc on a bon espoir que les projets de méthanisation redémarrent. Et puis après, là, on n'en a pas parlé, mais on a des projets de méthanisation, de méthanation, de gazéification, qui sont aussi d'autres solutions qui vont voir le jour. Donc moi, je le vois plutôt positif. Ouais. Ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, la filière devient plus mature, se professionnalise, mais a besoin, comme Pierre l'a cité, d'un certain nombre d'accompagnements pour maîtriser tous les aspects d'un projet de méthanisation qui est complexe, qui est passionnant, mais complexe. Voilà. Ne pas passer des étapes. Et tout à l'heure, vous avez évoqué la valorisation du CO2. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner des exemples plus précis?
Oui, tout à fait. Alors c'est encore le début en fait de cette filière. Techniquement, donc des exemples, c'est concrètement un méthaniseur qui va implanter une solution d'épuration de ce CO2 sur son site et qui va contractualiser. Donc là, on est complètement sur un marché, enfin une dynamique de marché d'offre et demande, qui va pouvoir approvisionner en passant par un transporteur spécialisé du CO2 pour, on va prendre l'exemple d'un brasseur qui a besoin dans son process de fermentation et de mise en bouteille de CO2. Donc, qui va, comme 99%, voire 100% des consommateurs de CO2 vont s'approvisionner auprès des gros fournisseurs de gaz, on ne va pas les citer, et donc ils ont une citerne, et la possibilité qu'offre ce CO2 biogénique, c'est de faire exactement la même chose, sauf qu'il apportera un CO2 qui viendra de la méthanisation et qui, qui pourrait éviter du CO2 fossile, puisqu'on a parlé de digestat qui peut revenir au sol. On a parlé du fait qu'aujourd'hui, c'est du CO2 fossile qui peut être issu d'usines d'engrais chimiques, donc à partir de gaz fossile notamment. Si on enlève cet engrais minéral par du digestat, quelque part, on substitue complètement et on diminue l'émission de gaz à effet de serre, de carbone. Donc cette filière est en train de se développer. Techniquement, les solutions sont là. Il faut un peu d'évolution, de prise de conscience et d'acceptation d'un CO2 qui a une source différente. Mais certains acteurs commencent à s'engager. Donc moi, j'ai bon espoir et je trouve que c'est une belle boucle d'économie circulaire qui permet de valoriser tous les coproduits de la méthanisation. Et l'idée, c'est vraiment de faire des choses très localement. Aujourd'hui, le CO2, il peut voyager 500, 1000 km parce que les usines ne sont pas forcément à proximité. C'est des grosses usines. Là, l'idée, c'est d'avoir un maillage avec des unités à la taille d'unités de méta et de réduire drastiquement les distances, de 20, 50, 100 km. Et là aussi, on réduit l'empreinte carbone. Exactement. Avec des camions qui peuvent peut-être pas rouler au gaz. Si. Ce serait l'idéal. Je sais pas. Et chez GRDF, vous avez aussi tout un système d'appel à projets. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, mais vous lancez régulièrement des appels à projets, justement, autour de problématiques telles que la valorisation du CO2. Donc, il y a plein de choses intéressantes qui sont proposées. Oui, on a un système, tout ce qui est accompagnement des innovations, en fait, on passe par des systèmes d'appel à projets. En effet, il y a eu un appel à projet il n'y a pas longtemps sur le CO2 et c'est intéressant parce que l'exemple qu'a cité Estelle, c'est le bon exemple puisqu'il y a un des projets lauréats qui est vraiment sur ce schéma-là. Tu veux en parler ? Oui, je crois qu'on peut le citer parce que je crois qu'il est public maintenant. Pour faire simple, c'est une unité qui va récupérer son CO2, donc qui fait du biométhane, qui va récupérer son CO2 et son CO2 va être utilisé par un brasseur de la région qui est assez connu, qui est les bières Ninkasi en fait. Donc qui vont faire de la bière avec du CO2 biogénique. Voilà, donc on est vraiment sur ce qu'a décrit Estelle, un usage local du CO2 puisque c'est un brasseur local avec une unité de méthanisation pas très loin de la brasserie. Voilà, donc c'est des très très beaux projets. Donc plein de perspectives finalement autour de la méthanisation qui dépassent le champ de l'agriculture finalement. Exactement. C'est ça. Très bien, écoutez, merci à tous les trois pour vos interventions et pour vos éclairages. Voilà, on sait que le contexte bouge, mais on voit qu'il y a des bonnes nouvelles et que ça peut effectivement créer un rebond un petit peu dans cette filière de la méthanisation. Donc, merci à vous d'être venus nous partager ces informations. Et puis, pour notre part, on reste sur l'espace Agora. On va poursuivre avec une dernière conférence de la journée. On va vous présenter une initiative collective. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à regarder le petit programme pour voir tout ce qui est proposé encore demain sur l'espace Agora du Sommet de l'Élevage. Merci et à tout à l'heure.